L'effondrement, c'est maintenant. Le podcast pour se préparer à la fin de ce monde et à celui d'après. Chaque semaine, c'est votre panier d'infos et d'idées collapso. Présenté par le journaliste Jacques Tibéri et Escape the City. Au rayon livre, je vous présente De la neige pour Suzanne, de Clément Auzé. Ce néo-rural a sorti son plus beau micro pour me raconter sa vie à la ferme légère, une communauté de collapsonautes en transition vers l'autosuffisance dans le Béarn. De la neige pour Suzanne. C'est le livre de Clément Auzé, un auteur, photographe et podcasteur. C'est un premier de la classe qui a tout bazardé pour rejoindre un éco-hameau béarnais. Il est entré dans la néo-ruralité un peu comme ça, je le cite, comme d'autres qui avaient le luxe de se poser la question de leur avenir et qui ont voulu se donner le fameux sens qui fait criser tant de monde. Ce retour à la terre, il le raconte dans son podcast et dans son dernier livre, un joli journal intime de néo-rural décroissant. Salut Clément. Alors je ne te demanderai pas comment tu es tombé dans la collapso. Tu as déjà répondu à cette question lors d'une précédente interview. Je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Alors je commencerai directement avec une question que vous vous posez entre vous à chaque début de réunion à la ferme et qu'on devrait se poser, je pense, plus souvent en arrivant au boulot. Cette question, c'est: quelle est ta météo intérieure aujourd'hui ? Donc là, je reviens de vacances. Et donc, je reviens dans le collectif. Grosse réunion de 2h30. Plus, là, on vient un peu de se prendre la tête sur l'arrosage du jardin. Qui fait quoi ? Vas-y, moi, je suis fatigué. J'ai pas envie d'en parler 3 heures. Ok, mais on fait quoi ? Etc. Donc là, je suis un peu dans le retour au dur, en fait. Donc voilà, la météo intérieure, c'est que là, j'ai pas mal de trucs à faire. Je me rends compte qu'il y a... Tu sais, t'arrives, les semis, ils ont poussé d'un coup, parce qu'il y a eu des gros jours de soleil. Tu te dis, ah mince, faut qu'on rempote les godets, les trucs, les machins. Et en fait, voilà, c'est un peu l'effet, il y a un tsunami de choses à faire qui arrive. Mais ça reste cool, c'est ce que j'ai choisi, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait tenir un collectif composé de personnes aussi diverses que tu le décris dans le livre ? Comment vous faites fonctionner votre auberge espagnole, enfin béarnaise pour le coup ? Ok, je pourrais te parler de ce qu'on appelle les outils qu'on utilise nous pour faire tenir le groupe. Tu as essentiellement, c'est des réunions, des temps de coordination, de partage, etc. Donc tu as les réunions hebdomadaires sur qu'est-ce qu'il faut faire, qui s'en occupe. Et après, tu as un truc qui est un peu plus original qui s'appelle les réunions émotionnelles. On dit les réus émo, où là le but c'est de parler des tensions qui existent dans le groupe. Voilà, Gilbert, mardi dernier, tu m'as traité de punk à chien, j'ai pas apprécié, je trouve qu'il y avait du jugement derrière, etc. Voilà, je suis désolé si tu l'as pris comme ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on fait tous les 3 semaines. On se met en cercle, un peu comme les alcooliques anonymes, et puis voilà, il y a un ordre du jour qui se constitue au fil du cercle, et on aborde les sujets les uns après les autres. Ça va être les préoccupations de chacun, même des trucs qui sont juste au niveau perso, où il n'y a pas forcément de conflit ouvert avec un autre habitant. Mais voilà, le but étant de faire un peu de déballer ces tensions pour tenter de les apaiser, quoi, avec l'aide du groupe. Donc c'est un espace qui permet en fait de huiler un petit peu, je dirais, les relations au sein du collectif. Et après, ce qui nous permet de tenir ensemble, il y a un côté très enthousiasmant en fait. Je pense qu'il tient les gens au début, mais le plus difficile, c'est de tenir dans la durée en fait. Et on voit que les gens qui sont passés par la ferme légère... ils sont restés. Alors Marc, c'est l'exception parce que c'est un peu le fondateur et puis celui qui a mis aussi le plus de billes financières dans le projet. Donc lui, il est un peu vissé ici. Mais sinon, les autres, voilà, les durées moyennes de séjour, ça va être autour d'1 an, 1 an et demi. Et donc en fait, je dirais qu'au bout de cette période-là, il y a le côté l'émerveillement du début qui, voilà, on s'habitue en fait à chaque situation, donc qui décroît. Et un peu les vieux démons qui reviennent. Les vieux démons, c'est quoi ? C'est le fait qu'on a grandi dans une société qui est très individualiste. Et c'est difficile quoi, de se retrouver en groupe comme ça, de réapprendre à négocier pour chaque décision qu'on prend, de passer par les autres, de se concerter. Puis quand on va aussi vers plus d'autonomie,
Ça implique plus de travail pour nous, donc aussi encore plus d'organisation. Comment est-ce qu'on se coordonne, où est-ce qu'on met les efforts et tout ça, quoi. Je pense que quand on vient dans d'un monde où on va au supermarché pour faire ses courses et que finalement, quand on a l'argent, tout se fait de manière assez facile. Là, on repart vraiment sur des basiques et on les a un peu oubliés, quoi, les basiques. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc je dirais la bonne volonté des gens, elle compte beaucoup, ouais. La bonne volonté des gens et puis le fait qu'on ait une vision aussi commune, quoi. On a à peu près tous la même, je sais pas, la conscience de l'effondrement. On a, je pense, un certain dégoût pour les évolutions récentes du capitalisme, pour Donald Trump. Enfin voilà, il y a des choses qui nous rassemblent quand même. Et puis des choses positives aussi, hein. C'est pas que des rejets qui nous rassemblent. Et moi d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai aussi, quoi. Je me dis, être en collectif, ok, mais si c'est pour pas avoir, enfin, si c'est pour être dans une espèce d'autosuffisance sociale, et du coup qui implique d'avoir peu d'échanges avec les voisins, avec les environs de la ferme, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, quoi. C'est un peu une des limites de notre projet. Mais là, pour le coup, moi, si je pars, ce serait pour retourner sur un projet collectif. Peut-être avec le curseur du collectif un petit peu moins haut. C'est-à-dire que là, on partage les repas, on est tous dans la même maison, on est quand même beaucoup les uns sur les autres. Et moi, je me pose des questions sur la viabilité de cette promiscuité sur le long terme, quoi. Enfin, je pense que si tout le monde reste 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et après s'en va, c'est aussi parce que peut-être que ça chauffe un petit peu trop quand on est comme ça dans une grande promiscuité. Donc je pense que chacun a vraiment un équilibre à trouver, en fait, jusqu'où est-ce que moi je peux aller dans le collectif, quoi. À la lecture de ton livre, on comprend que vivre ensemble, vraiment là au sens très concret du terme, hein, c'est clairement un art, que ça n'a rien de facile. Et je me demande vraiment si on arrivera un jour à s'extraire de cet individualisme dans lequel on a été éduqué pour construire finalement d'autres relations humaines. Je pense que pour le coup, c'est un espèce de construit culturel, ça. Je pense que depuis le début du XXe siècle, on va vers de plus en plus d'individualisme. Mais je pense que ça, c'est lié aussi à l'abondance de l'énergie. Parce que plus on a d'énergie, plus on peut se permettre d'être individualiste. On va être obligé de retourner vers des solutions plus collectives. Transport en commun, habitat en commun, etc. Parce qu'en effet, ça consomme moins d'énergie, c'est plus écolo. Et je veux dire, le collectif, il apporte aussi tout un tas de solutions. Là, je sais pas, d'avoir un grand jardin comme nous, c'est possible, on fait des économies d'échelle parce qu'on est en collectif. Le coût de la vie à la ferme, il est aussi assez bas parce qu'on est en collectif et qu'on peut faire tout un tas de mutualisation. Donc je pense qu'il y a quand même une solution qui est dans le collectif et je pense qu'on n'y coupera pas. Je pense que peut-être que le monde d'après, ça ressemblerait par certains égards à ce qu'on a connu, je sais pas, au début du XXe siècle ou en 1920. Mais à l'époque, il y avait aussi, je pense, une autre culture. On a un peu l'image d'Épinal de toutes ces familles qui vivaient dans la même maison et parfois dans la même pièce à 3 générations parce que c'était la seule pièce chauffée de, je sais pas, de la chaumière. Ils dormaient limite tous dans le même lit. Enfin voilà, et nous, c'est impensable pour nous. Mais ça s'apprend, hein, je pense que ça se travaille. Ça se travaille, quoi. Là, le collectif, hein, depuis 3 ans que j'habite à la ferme, c'est vraiment quelque chose que je réintègre progressivement, etc. On fait pas forcément ce qu'on veut quand on veut, la vie est pas toujours aussi facile et tout ça, et donc au début c'est un petit peu dur, mais après on l'intègre, et puis il y a aussi beaucoup d'autres avantages à se trouver en collectif, quoi. Par exemple là mon père, il commence à être aussi assez conscient des problématiques d'effondrement, il commence à se dire bon, mon appart en banlieue parisienne, c'est peut-être pas un super bon plan pour l'avenir et tout ça, il faudrait que je réfléchisse à faire autre chose de mon argent, commencer à préparer une vie un petit peu plus résiliente. Et là, moi, je me dis, ce serait cool, en fait, que j'habite avec mon père. On retrouverait un peu ce truc où, je serais pas obligé de le mettre dans un EHPAD ou d'aller faire des kilomètres et des kilomètres en TGV pour aller le voir. Je me dis, voilà. Et ça, c'est un peu un retour à ce schéma de... être un peu dans un espèce de village où il y a les proches qui sont géographiquement proches, en fait. Après, je vais pas non plus faire j'ai pas connu, hein, ce temps-là, donc il y avait certainement des choses qui étaient difficiles. On parle, je sais pas, souvent de l'esprit de clocher, du commérage, d'ailleurs tout un tas de trucs qui sont tout à fait désagréables par rapport à ce mode de vie-là, mais en tout cas, je pense qu'il est plus résilient et plus écolo aussi, quoi. Dans ton livre, tu évoques tes amis qui te traitaient de naïf quand tu leur racontais tes rêves de retour à la Terre. Alors, ils te disent quoi, ces amis, depuis le confinement ?
Ils sont en train de se chercher une maison à la campagne, de te demander peut-être une petite place à la ferme légère? Mais non, aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui commencent à se dire ouais, on bougerait bien de Paris, on irait bien s'installer à la campagne. Et après, je me demande si c'est juste un truc générationnel, parce que moi j'ai 30 ans et que eux aussi, en fait, je me souviens bien de mes cours de sociaux où on m'expliquait que voilà, Paris c'est un endroit où les gens ils vivaient genre de 20 à 30, 35, et puis ensuite ils partaient ailleurs parce que c'était trop cher et puis que pour les enfants c'était pas bien. Donc est-ce qu'ils sont juste là-dedans, auquel cas il n'y aurait pas forcément une prise de conscience de l'effondrement ou de l'urgence climatique ou quoi. Mais en tout cas, je passe de moins en moins pour un uluberlu, quoi. C'est clair que au début, quand je parlais d'effondrement à ma copine, le soir où je l'ai rencontrée, je lui ai parlé d'effondrement, elle m'a pris pour un fou, hein. Elle pensait que ouais, j'étais un peu complotiste, voilà. Et en fait, non, maintenant elle est tout aussi convaincue. C'est juste que voilà, elle en parle pas forcément tous les quarts d'heure, quoi. Mais donc ouais, les copains, non, les copains, oui, j'en sens de plus en plus qui sont prêts à bouger, qui achètent des maisons à la campagne, etc. Mais après, passer au collectif, non, peut-être pas, quoi. Ils sont plus sur le mode, bon, déjà, on va se mettre au vert, et on va peut-être y aller par étapes, quoi. Mais se mettre au vert, devenir des croissants altermondialistes et vivre dans un collectif les uns sur les autres, c'est un peu rapide, quoi, je pense, pour eux, globalement. Parlons maintenant un peu autonomie et autosuffisance alimentaire. Vous en êtes où à la ferme légère? Nous, en fait, on vise là essentiellement ce qu'on fait dans le jardin. On vise une autonomie légumière. Donc, c'est-à-dire, voilà, faire de pas acheter de légumes en gros toute l'année, et faire assez de conserves pour qu'on n'ait pas à en acheter ni pendant l'hiver ni pendant le début du printemps. Après, pour tout ce qui est céréales oléagineux, ce qui nous nourrit essentiellement, hein, c'est les céréales et les céréales et les oléagineux. C'est là où il y a le plus de calories. Donc les légumes, finalement, c'est une partie relativement peu nourrissante de notre alimentation. Donc il faudra vraiment manger beaucoup, beaucoup, et donc en produire énormément pour que ça nous nourrisse entièrement. Et encore, je pense qu'on aura peut-être quelques petites carences, mais je suis pas nutritionniste. Mais du coup, non, on n'a jamais eu de moment où on avait faim parce que voilà, on continue à faire des achats, si tu veux, de pâtes, de riz, de semoule, tout ce qui est sec, et puis huile, on achète. Donc si on a un peu moins de légumes, on va compenser, on va manger un petit peu plus voilà, de céréales ou autre. Après, ce qui s'est passé, c'est typiquement au début du printemps, il n'y avait pas grand-chose dans le jardin, donc on s'est un peu fait des monodiètes. On a eu une monodiète de fèves, après on avait trop de salade, on a mangé que de la salade, il n'y avait pas autre chose qui poussait, donc il y a quand même des fois où on adapte notre alimentation à ce qu'on produit dans le jardin, pour la partie légumes. Bah nous, ça fait ouais, 5 mois qu'on mange du chou kale, là. Mais c'est pas mal le chou kale, hein. Ouais, ouais. Tiens, je me dis que moi je sais que je ne pourrais pas vivre sans chocolat. J'y suis totalement accro. Et toi, y a-t-il des produits qui te manquent là? Au risque de te décevoir, chacun a dans sa chambre une petite réserve secrète avec des aliments interdits. Voilà. Et moi, ma copine aime bien le chocolat, donc c'est vrai qu'on mange un petit peu de chocolat à l'occasion. Et on a même mangé ce midi parce qu'il y a une des résidentes là, qui a reçu un colis de sa mère qui lui a envoyé de l'aide alimentaire avec du chocolat dedans pour survivre chez les survivalistes. Et du coup, on a mangé un petit carré de chocolat. Mais non, en vrai, je sais pas s'il y a un truc qui me manquerait. J'allais oublier. Ton bouquin s'intitule De la neige pour Suzanne. Tu peux nous expliquer qui est cette Suzanne? Alors, qui est cette Suzanne À la fois, je la connais et je la connais pas. En fait, quand j'étais en train d'écrire le livre, j'ai des potes, des bons potes, qui ont une fille et qui s'appelle Suzanne. Et je me suis dit, j'avais un autre titre à la base qui était Un aller pour la Terre, comme le titre de mon podcast. Mais j'en avais un petit peu marre de ce titre et je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un prénom dans le titre. Ça permet d'incarner un petit peu le livre. Et puis après, j'ai regardé par la fenêtre et il se trouve que j'ai la chance, depuis ma chambre, de voir les Pyrénées. Et à ce moment-là, il y avait de la neige sur les Pyrénées. Et je me suis dit, tiens, Suzanne qui vient de naître, ce serait cool quand même qu'elle voit la neige un jour. Et donc que la neige fonde pas trop vite, parce qu'on aurait réussi d'une manière ou d'une autre à limiter un peu l'emballement climatique. Donc voilà, je me suis dit, ce que je vis, c'est pour que Suzanne, elle voit la neige. Merci.
Et tu ressens quoi quand tu reviens dans un environnement urbain? Tu ressens du vertige ou plutôt le retour des bonnes vieilles habitudes? C'est marrant parce que je me souviens une fois, on avait été faire une rando dans le Vercors avec un copain. Et le dernier jour, tempête de neige, je sais pas quoi, on a trouvé une cabane de berger qui s'est détachée, tu vois, dans la tempête. Enfin, c'est vraiment une image de film. On rentre là-dedans et donc t'avais des vieux bergers qui étaient montés pour la nuit, en famille et tout, qui habitaient un petit bled et qui étaient montés dans leur cabane et tout ça. Et qui nous racontaient les expériences qu'ils vivaient quand ils allaient à Lyon et qu'ils étaient complètement paniqués de prendre une bretelle d'autoroute, de monter dans un tramway, de lire une carte de transport en commun, etc. Et vraiment, avec mon pote, on s'était dit, les mecs sont arriérés, quoi. Pourquoi est-ce que ça les fait autant stresser, quoi? Et donc, après, je me suis installé à la ferme, tout ça. Enfin, moi, je suis quasiment pas sorti pendant 2 mois, quoi. J'ai vraiment une vie un peu d'ermite, toujours à la ferme sans sortir. Et je suis retourné à Pau, qui est pourtant pas la plus grande ville de France. On a pris la bagnole partagée qu'on utilise à peu près une fois par semaine pour aller faire des courses et tout. Et je sais pas, ce jour-là, il faisait chaud. Quand tu roules à la campagne, il y a la place, quoi. Vraiment, il y a pas grand monde. Les routes, elles sont larges. T'es dans une espèce d'état un peu divagatoire. Et donc là, on arrive en ville, rond-point, feu rouge, plein de monde, des embouteillages, des klaxons, du bruit, un espèce de, tu sais, l'air un peu vicié de la ville et tout ça. Et j'ai eu vraiment une espèce de, comme si je suffoquais un peu, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça dont ils parlaient, les gars dans la bergerie du Vercors. Cette espèce de sentiment un peu d'oppression. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je retourne en ville, c'est partagé, quoi. Je suis hyper content de retrouver le côté cosmopolite d'une ville où ça bouge de tous les côtés, où c'est un foisonnement, quoi. Et en même temps, j'ai une tolérance de quelques jours, quoi. Au bout de 3 jours, j'ai envie de partir parce que je sais pas, j'ai l'impression que l'espace est trop contraint, qu'on est trop les uns sur les autres. Ouais, y a un côté comme ça où ça m'étouffe un peu, quoi. Donc je suis partagé par rapport à la ville, mais je suis pas du tout fâché de la ville, mais ma tolérance a diminué, quoi. Et donc, à tel point que je me demande si, en fait, mon état naturel, c'est pas plutôt d'être avec un peu plus d'espace, un peu plus de silence, dans un milieu plus rural. C'est là où je pense que j'ai mon équilibre. Et quand je suis en ville, en fait, j'ai une espèce de tension, quoi. Ok. Maintenant, parlons un peu technologie. Vous êtes connecté à la ferme? Comment ça se passe? Ouais, alors, moi, je vais te parler de moi, mais moi, j'ai plus de smartphone là. Donc là, je suis un peu moins connecté tout le temps. Après, par contre, c'est vrai que mon travail d'auteur, donc d'écrivain photographe, il passe beaucoup par l'ordinateur et donc par une connexion internet. Et que même nous, ici, pour s'organiser à la ferme, on est quand même assez ordinateur, quoi. On prend les comptes rendus de réunion sur ordinateur. On n'est pas complètement déconnecté, quoi. Je pense que ce serait un peu faux de dire. Voilà, on n'a plus besoin de toutes ces babioles électroniques et tout ça. On est encore pas mal dedans. Ouais, j'en ai toujours besoin en fait. Et moi, ce qui me plairait en fait, ce serait d'évoluer vers une activité plus résiliente, qui soit voilà, moins en télétravail et plus en production pour les environs, quoi. À un moment, j'avais réfléchi à faire du pain pour le village. C'était cette idée-là en fait, c'était que c'était le premier confinement et tous mes opportunités de boulot se cassaient un peu la gueule avec le Covid là, parce qu'il y avait une crise un peu dans la presse, parce qu'il n'y avait plus de distribution, etc. Et je m'étais dit, ce serait carrément plus résilient tel que là je fais du pain, en fait, d'en faire pour le village. Donc il y a beaucoup de gens qui, je pense, vont s'installer à la campagne, mais qui restent en fait dans un mode de vie très très urbain, quoi. Je pense que ça peut être un peu l'écueil, tu vois, d'aller, ok, tu vis dans une vieille ferme du 18e siècle, où je sais pas, t'es dans la nature avec un petit jardin, t'as ton petit carré de potager, tout ça, mais en fait tu passes 80% de ton temps à l'intérieur sur l'ordinateur, comme quand t'étais en ville au bureau et t'es toute la journée en téléconférence ou je sais pas quoi. La déconnexion, elle doit se faire aussi là, quoi. Mais c'est pas parce que t'habites à la campagne que t'es paysan. Dans le paysan, il y a un côté où ton travail, il affecte le pays dans lequel tu es, quoi. Et moi, j'ai envie de devenir plutôt plus paysan qu'urbain, parce que là, je suis encore 50% urbain et 50% apprenti paysan, quoi. Et je sais que le chemin à suivre, il est plutôt à devenir plus paysan. Alors, moi, quand j'ai débarqué en Normandie, j'ai eu presque une angoisse face à la nature vivante que je n'avais pas rencontrée en ville. Les fourmis qui s'invitent chez toi, les chauves-souris dans le grenier. Ça t'a fait ça aussi? Ouais, alors je suis d'accord que c'est vraiment une question qui se pose quand t'arrives dans un milieu rural. T'es beaucoup plus en prise avec le vivant.
Alors nous on a différentes traductions à la maison. Là à l'heure où je te parle par exemple, il y a des capricornes qui sont en train de bouffer les planches du bureau que j'ai installé devant la fenêtre là. Je les entends. Voilà, et donc ça c'est vrai que tu te dis ok bon alors nous on s'est cassé la tête là à reconstruire toute une charpente pendant 3 mois, à faire des travaux pendant 3 ans pour avoir une maison, etc. Et maintenant, j'ai des petites bestioles qui sont en train de tout me bouffer, quoi. Et là, t'as un sentiment d'injustice terrible. Tu te dis, putain, là, il y a... C'est horrible, quoi. Que fait Dieu, quoi. Et donc, t'as un petit sentiment de... Ouais, t'es un peu désabusé, quoi. Tu te dis, ah putain, dégoûté, quoi. Vraiment, et alors, c'est pas un truc auquel t'aurais pensé spécialement en ville, quoi. Et je pense qu'à la fin, ce que ça t'apprend, alors ça, on le ressent aussi, je pourrais te donner plein d'exemples, hein, au potager, c'est typiquement tous les ravageurs qui viennent, les limaces. Hier soir encore à 23h, j'étais dans le jardin à faire la chasse aux limaces parce qu'on vient de repiquer des betteraves et qu'elles sont en train de les bouffer, etc. Donc nous, si on veut avoir une production, il faut que moi, jusqu'à 23h, je sois avec ma lampe frontale et mon petit bol pour enlever les limaces et faire qu'elles bouffent pas nos petits plants et qu'ils puissent grandir, tu vois. Donc il y a plein de moments où comme ça, t'es en prise et ça t'apprend surtout en fait l'humilité, quoi, parce que tu peux t'énerver au début comme un imbécile je sais pas, couper toutes tes limaces au ciseau ou les capricornes, aller faire venir un mec qui va mettre du produit chimique pour 20 000 € dans toute la baraque, mais ça n'a pas de sens en fait. Ce qu'il faut essayer de faire derrière, c'est de comprendre ce qui se passe. Et donc là, tu rentres dans un truc qui est beaucoup plus intéressant de pourquoi est-ce qu'elles sont là, les limaces. Ah en fait, c'est parce que elles font un travail de digestion de la matière organique qui est fait d'habitude par les champignons, mais vu que par nos activités humaines, on a altéré un petit peu la biodiversité qui était sur notre terrain. Aujourd'hui, il y a une surpopulation de limaces par rapport à la population de champignons. Ça va revenir qu'après quelques années, à condition qu'on ne travaille pas trop le sol, etc. Là, sur les fèves, on a une colonie de pucerons qui est arrivée. Bon, ok, là encore, l'écosystème, d'où est-ce qu'ils viennent, tu fais des recherches, tout ça, tu comprends. Ah, ok, on aurait peut-être dû mettre une plante compagne à cet endroit-là parce que ça les éloigne et tout ça. Est-ce qu'on aurait dû créer les conditions favorables à ce qu'il y ait des auxiliaires de culture qui viennent nous aider, tout ça. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ça t'apprend l'humilité. Et après aussi, vraiment, ouais, ça, tout est hyper complexe. Mais c'est passionnant, quoi. C'est comme un espèce de jeu de société où tu mettrais. Je sais pas, genre 5 ans à lire les règles, quoi. Pour le mot de la fin, je pense que on a une vision qui est très anthropocentrée, en fait, un peu une relation de domination par rapport au monde qui nous entoure, quoi. Et en fait, quand tu es dans un projet comme ça, l'autonomie, de sobriété énergétique et tout ça, tu peux pas tout dominer, quoi. On n'est pas avec des tracteurs énormes à pouvoir tout labourer, tout tuer et tout retuer chaque année. Donc on est obligé de composer, quoi. Et donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. Ça développe l'humilité, quoi. Voilà, à bientôt Clément. Je vous rappelle le titre de son livre, De la neige pour Suzanne. C'est aux éditions Tana et ça vient de sortir dans toutes les bonnes librairies. Ah, ce fut long, mais ce fut bon. C'était Prêt pour l'effondrement, le podcast d'Escape the City. Merci à Lios et Tim pour la technique. La musique du jingle est de Mystery Chopper à écouter sur SoundCloud. Retrouvez le lien vers les articles, sites, livres et vidéos dans la description de ce podcast. Je vous dis à bientôt sur Escape the City. Ciao les collapsos!